Oui, trouver les lignes virtuelles, faire de sorte qu'il y a une généalogie qui rassemble tout, qui en donne une idée aperçue, tout en sachant qu'il n'y a aucune idée qui trouve une présentation adéquate. Mais comment faire dans cet éparpillement des choses, dans cette segmentation, fragmentation, et comment trouver le processus qui lie tout espace, tout caractère, toute réalisation, toute actualisation, toute praxis. Comment en donner un sens totalisant, s'il y en a? On s'en doute qu'il y a même de négativité, aura dans une optique au moins dialectique une fonction à remplir. Sinon, on est déchu, on est complètement sans issue. C'est ça le problématique. Alors, comment procéder? On ne peut que additionner l'empirique avec l'empirique et idéal avec l'idéal. Vous avez un jugement a priori et un jugement a posteriori. Quand on a inventé un troisième qui est jugement synthétique a priori. Donc on peut en inventer des autres, c'est une bonne nouvelle. Et il faut en rester dans la formalité, comme du passage analogue des lois naturelles, passage à la loi morale. C'est par formalité, c'est une copie idéale. Donc procédons par là et cherchons des lignes virtuelles, c'est-à-dire les potentialités qui ne sont pas actuelles ou visibles, non pas phénoménales. Oh, il y a le logos, oui, c'est-à-dire des diverses énonciations, des exprimations, disons. Et il y a une hétérogénéité avec ce qui est phénoménal, visible même. On ne dit pas ce qu'on a vu, on ne comprend pas exactement la chose vue. Et on fait semblant de savoir ce qu'on dit alors qu'on fait un acte de visibilité. Cette disjonction nous guette et nous pouvons procéder ici par la synthèse de quel genre. Il devrait y avoir plusieurs règles de liaison entre des domaines hétérogènes et une sorte d'agglomération des zones homogènes et des zones hétérogènes et ensuite chercher entre eux la règle de passage. Si l'on n'a pas inventé par formalité, ce ne sont que des exemples, des exercices bien sûr, on n'arrivera jamais à avoir une idée de la totalité. Oui, idée de totalité, c'est possible, mais on n'aura pas une présentation adéquate de cette idée. On ne peut pas démontrer exhaustivement et on ne peut pas le montrer, exposer. C'est d'où viennent ces idées esthétiques qui sont inexponibles, selon Kant. Toujours Kant, qui a inventé une formalité qui n'a pas simplement un procédé de syllogisme ou logique, mais une
effectuation, au sens même de l'implicité de praxis, et ça préparait la venue de Hegel qui prenait comme Aristote très sérieux praxis, c'est-à-dire ce qui n'a pas de dynamisme mais une énergie préalable. Et oui, on sait depuis longtemps et on ne comprend pas très bien. Et quand on fait que les choses, certaines choses existent, sauf la nature, mais jusqu'au bonsoir. On peut tout à fait renoncer à rassembler les choses, faire la généalogie, faire l'archéologie, mais ce sont des actes qui est devenu fondamental et on peut les renoncer bien sûr, mais il faut en trouver d'autres. Fragmentation à la manière d'entretien infini de Maurice Blanchot. Oui, bienvenue, toute la littérature depuis James Joyce. Oui, on en a les exemples. C'est encore une totalité, sans unité bien sûr, ouverte, les structures ouvertes. Oui, c'est préférable. Mais cet épicurisme, je dirais Lucrèce l'analogie d'araignée qui travaille, ça ne s'arrête pas. N'oublions pas en fait, l'unité se constitue comme histoire, c'est-à-dire comme effectivité de Tuntat. Et là, c'est la tâche de Corbeau, non pas Corbeau, Hibou philosophique, n'est-ce pas, qui vient après coup, qui n'arrive pas à totaliser, et tout en ayant certains poètes une saisie intuitionnelle, et rationnelle ou sensible, en fluant toutes les frontières entre eux, et on obtient une pensée visible qui est une note de notre, c'est-à-dire crypte, qui est symbole de compréhension et de non-expérimentation, c'est-à-dire de l'autre visuel, au sens noble du terme, la peinture, etc., les arts, les beaux-arts. Énonciation en toutes ces difficultés sectaires, institutionnelles, interdits, censure, parce que le c'est encore plus visible que visibilité, c'est-à-dire que tout acte, toute visibilité, je dirais pornographique au sens visuel du terme, est plus acceptable qu'une énonciation. L'exemple que je vais donner, c'est pas bizarre, mais c'est l'industrie de pornographie de Prague, par exemple, malheureusement, fait dans un ton très précis, après la chute du mur de Berlin, etc., en fait, etc., parce qu'il y a beaucoup de documents, je ne peux pas en donner des informations, mais quand les acteurs, enfin il faut appeler les acteurs, les actants, les acteurs visibles, mis en ensemble parce qu'il ne s'agit pas d'une narration, en tout cas il n'y a pas d'une histoire au sens littéral du terme, mais des actes, de suite des actes toujours réitérables et ancestrales, c'est-à-dire immémoriales, et c'est toujours ranimé par des personnes, des jeunes gens de préférence, etc. Vous avez tout compris. Là, quand ils parlent, c'est-à-dire dans leur
avec leur nom, avec leur s'ils donnent des reportages qu'ils donnent, à Prague, de plusieurs nations, c'est-à-dire ils ne sont pas tous des Tchèques ou Slaves, mais comme il y a une industrie, il y a partout des travailleurs qui viennent. Et ceux qui parlent en général anglais, ils s'expriment parfaitement, comme n'importe quel, dans un énoncé américain appris à l'école, donc séculaire, et donc autocritique, donc émancipatrice. Et donc moi, je suis ici maintenant étudiant envisageant de ceci ou cela. C'est-à-dire hors de vérité, c'est ça ce qu'on appelle discours dans la pornographie derrière la scène, c'est-à-dire la vie quotidienne au sens propre du terme, la réalité vraie, parler franc, documentaire, etc. C'est ça, témoignage qui intrigue, parce qu'il a un contraste avec visibilité qui n'est qu'un métier, c'est-à-dire non, même pas une mise en scène. Il ne s'agit pas de théâtre, il ne s'agit surtout pas de tragédie, mais ça devient tout de suite une tragédie de la modernité in extremis, c'est-à-dire dans ses fins. C'est ça que je veux attirer l'attention à Prague. Ben, je pense qu'en fait, parce que chaque chose, chaque élément, il est à la fois soi-même et autre, c'est à travers cette disjonction extatique originaire qu'on trouve la possibilité, au sens de dynamisme le plus général, de substituabilité des choses entre eux. C'est-à-dire, si cette chose est sortie de soi, et à la fois tout en restant en soi, c'est-à-dire rester inutile, étranger à soi, mais utile et intéressant par une autre liaison, là, on a trouvé une règle de liaison, une synthèse pour la substituabilité, c'est-à-dire connexion entre les choses, même pas, on n'a pas besoin d'être durable, ça dépend de réseau d'araignées, c'est ça. La théorie s'avance comme ça. Généalogie, c'est pas à partir d'une origine, pas du tout. C'est chaque nœud de connexion, c'est une origine pour soi-même. C'est l'essence de ipséité. Quand j'ai dit chaque chose, etwas, quelque chose, c'est je parle un peu interprétation de la dialectique hegelienne par Alain Badiou aussi. S'il s'agissait d'une origine l'un absolue, tout se découlait comme dans le néoplatonisme ou dans la doctrine de jaillissement. Ça pourrait être assez facile. On n'a pas besoin d'une figure de toile d'araignée comme dans l'épicurisme, comme chez Lucrèce ou plus tard chez Spinoza ou peut-être dans la monadologie leibnizienne. Voilà, une sorte d'atomisme nécessite pour penser diverses règles de connexion qui donnent lieu à des substitutions momentanées. Et voilà. Je dis ça en lisant le premier volume de Capital de Karl Marx, je vous assure. En fait, il s'agit de définir le mystère de valeur d'échange. C'est ça. Cette échangeabilité essentielle de chaque chose
qui le fait sortir de son valeur d'usage, donc de son identité ipséité, et qui donne lieu à une liaison sociale, ce qu'on appelle rapport social. Ça devient une toile d'araignée. Marx aussi est très fidèle, comme n'importe quel philosophe qui essaie de penser la totalité, le fonctionnement de comment ça fonctionne, totalité. Et voilà. Donc, l'usage utile, inutile, inutile pour soi-même et utile pour autrui, encore devenu inutile, et ça donne lieu à une échangeabilité selon les règles inventées. C'est la première leçon, c'est ça en fait. Chaque chose peut être prise pour une autre chose. Et ça donne lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne cette disjonction essentielle entre énoncé et visibilité, phénomène et, je dirais, énoncé. L'essence apparaît, c'est devenu tout autre. Car il n'y a plus d'essence, on ne peut pas parler d'une essence durable, mais chaque chose fonctionne comme une essence pour, à la fois momentanément pour soi-même et momentanément pour autre chose, c'est-à-dire pour autrui. Et cette non-stabilité de chaque élément dans le réseau qui donne lieu à un mouvement perpétuel, presque, qu'il faut reconnaître chaque fois, dans chaque connexion, la règle de synthèse, conjonctif ou disjonctif, etc. Voilà que échangeabilité ou substituabilité précède l'essence. C'est ça qui donne l'énigme.